Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Journal sur TV 78, les titres de ce lundi 18 septembre. C'est la semaine européenne de la mobilité, 7 jours pour bouger autrement. Yvelinois comme collectivité participent à l'opération, notamment le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse qui lance son défi mobilité. On en parle avec Julie Tisseron, chargée de mission au PNR. Les élections sénatoriales sont au programme dimanche prochain. 170 parlementaires seront élus, parmi lesquels 6 sénateurs des Yvelines. Comment fonctionne le scrutin? Qui sont les candidats dans le département? Chronique dans cette édition. Et puis c'était ce week-end, les journées européennes du patrimoine convient chaque année petits et grands à la découverte des trésors du territoire. En fin de journal, retour sur les événements organisés à Saint-Quentin en Yvelines. Avant d'ouvrir ce journal, il était en poste depuis mai 2016. Didier Guillemot quitte la présidence de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Le professeur a décidé de démissionner de ses fonctions suite à un événement accidentel sérieux et a jugé nécessaire de se consacrer à sa guérison. C'est le professeur Alain Buis qui prend la succession de Didier Guillemot, présidence par intérim avec la charge d'organiser une élection en interne au conseil d'administration. Propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Les statuts prévoient que j'assure en tant que vice-président du conseil d'administration les fonctions de président par intérim. Et donc, d'une part, pour assurer le bon fonctionnement de l'université durant cette période-là, et aussi d'organiser des élections dans un délai d'1 mois, des élections par le conseil d'administration du nouveau président. Dossier important sur le feu, notamment l'élaboration du plan quinquennal de l'UVSQ et la construction du budget 2018. Le nom du nouveau président devra être connu avant le 14 octobre prochain. L'université yvelinoise, justement, fait le plein d'étudiants étrangers. Chaque année, ils sont plus de 1500 à faire leur rentrée dans l'établissement. Et ce n'est pas toujours évident pour les aider. Des semaines d'intégration, Mélanie Poquet et Léa Reg y ont assisté. Pour Gabriel, la rentrée scolaire va se faire sous les couleurs françaises. Cet étudiant brésilien de 19 ans a choisi la France et plus particulièrement l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines pour son échange à l'étranger. J'ai choisi la France parce que la France est une vraie puissance intellectuelle et en sciences humaines. Cette renommée intellectuelle, l'UVSQ l'entretient à travers plus de 200 formations réunies sur 5 campus. L'année 2017 signe même son grand retour au classement de Shanghai, puisqu'elle est élevée au 40e rang mondial en sciences de la Terre. Des méthodes d'enseignement qui paient, mais pas toujours évidentes à intégrer. L'amphithéâtre, c'est une chose nouvelle. Au Brésil, c'est dans les salles plus petites, avec des cours plus petits. C'est une nouvelle expérience aussi, les lectures, parce qu'ici on lit des livres. Et au Brésil, on lit des différents chapitres de beaucoup de livres. On ne lit pas un livre entier. Pour accompagner les étudiants, une semaine d'intégration est organisée au programme animation et rencontres comme le language dating. Ils ont ainsi l'occasion de nouer des liens avec leurs homologues français. Même si aujourd'hui l'UVSQ ne peut donner suite à tous les dossiers de candidature, ils sont nombreux chaque année à rejoindre les bancs de l'université. À l'UVSQ, on a environ 10% des étudiants étrangers, donc ça représente entre 1800 et 2000 étudiants à l'année, selon les années. Et puis on a aussi les étudiants qui viennent en programme d'échange, comme Erasmus par exemple. Et donc là, ça représente entre 100 et 150 étudiants à l'année. Associations sportives, littéraires, musicales et bien d'autres, les nouveaux arrivants sont entre de bonnes mains. Autre offre d'enseignement supérieur sur le territoire, l'ESTACA, dont le campus Paris-Saclay est situé à Montigny-le-Bretonneux. L'école d'ingénieurs post-bac spécialisée dans les transports et la mobilité bouge. Justement, elle propose à ses étudiants depuis la rentrée un parcours bidiplômant, possibilité de suivre un double cursus ESTACA Centrale-Supélec ou ESTACA Centrale-Casablanca. Pour en parler avec nous, Pascal Bidan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur délégué du campus de l'ESTACA Saint-Quentin en Yvelines. Alors ce bidiplôme résulte d'une convention signée avec justement Centrale Supélec et Centrale Casablanca. C'est important, oui, de collaborer avec d'autres écoles. C'est quelque chose de primordial. Oui, c'est primordial de collaborer.
Ce parcours bidiplômant, nous l'ouvrons pour la rentrée scolaire de septembre 2017. Et cette rentrée scolaire, elle s'inscrit dans une double dynamique positive de l'ESTACA. Donc l'ESTACA, c'est une école d'ingénieurs spécialisée dans les transports et les mobilités. Double dynamique parce qu'aujourd'hui, nous manquons d'ingénieurs en France. Il faudrait former à peu près 200 000 ingénieurs en France. C'est 135 000, donc 50% en plus. Et puis d'autre part, parce qu'il y a une dynamique extrêmement importante dans les transports et la mobilité. La semaine de mobilité aujourd'hui en témoigne. Justement, on en parlera tout à l'heure. Voilà, les assises de la mobilité, le coup d'envoi sera donné demain. Donc aujourd'hui, le campus de Saint-Quentin de l'ESTACA, 2 ans après son ouverture, est plein. Nous avons 1400 étudiants. Ce recrutement d'étudiants s'est fait également en améliorant le niveau de nos étudiants. Les signaux sont ouverts, oui, finalement. Voilà, les signaux sont ouverts et donc ce parcours bidiplômant permet à nos étudiants, donc à un certain nombre de nos meilleurs étudiants, d'avoir un double diplôme, donc le diplôme d'ingénieur ESTACA, mais également d'avoir un diplôme de spécialité de Centrale Supélec. Et justement, pourquoi offrir cette possibilité à vos étudiants d'avoir ce double cursus, ce bidiplôme à la fin de leurs études, du coup? Alors c'est quelque chose que nous avons déjà démarré il y a 5 ans. Donc l'ESTACA fait partie du groupe ISAE. Le groupe ISAE regroupe les 4 écoles qui sont les écoles d'excellence dans le secteur aéronautique et spatial. Donc l'ISAE Super-Héros à Toulouse, l'ISAE ANSMA à Poitiers, l'école de l'air à Salon-de-Provence et puis l'ESTACA. Donc là, ça nous permettait à des étudiants ingénieurs de l'ESTACA de l'aéronautique d'avoir également une spécialisation à Super-Héros, par exemple. Et pour les étudiants de l'automobile ou du ferroviaire, eh bien, on prolonge cette action avec la possibilité d'avoir ce double diplôme, donc ingénieur ESTACA, et puis spécialisation à Centrale Supélec. Donc ça peut être un diplôme obtenu à Centrale Supélec qui vient de déménager sur le plateau de Saclay, oui. Ou ça peut être également dans les autres campus, le campus de Rennes, par exemple, de Centrale Supélec, ou à l'international, donc avec l'école Casablanca. L'école centrale Casablanca. Alors, vous en avez dit un mot, ça s'adresse à un certain nombre de vos étudiants. Concrètement, comment va se passer ce parcours finalement quand ils commencent? Là, ils ont commencé tout juste à cette rentrée 2017. Comment ça se passe ce parcours? Tout à fait. Alors, cette spécialisation, elle est offerte en dernière année. En 5e année, c'est voilà, ça? L'ESTACA est une école en 5 ans, donc nous recrutons la plupart de nos étudiants en post-bac. On recrute aussi quelques étudiants, une petite centaine, en classe préparatoire, donc qui rejoignent le cursus en 3e année. Et puis donc en 5e année, ils ont la possibilité de faire cette dernière année, donc soit à l'international. On a aujourd'hui un accord avec 40 partenaires d'universités à l'international, soit dans le groupe ISAE pour l'aéronautique, soit donc à Centrale Casablanca. Donc il y a une double sélection, une sélection qui est faite par l'ESTACA, donc principalement sur les résultats académiques, mais aussi la capacité à s'intégrer, à porter aussi la notoriété de l'ESTACA à Centrale Supélec ou à ISAE ou à l'international. Et puis après, il y a une deuxième sélection qui est faite donc, par Centrale Supélec pour ce double diplôme. Et du coup, pour ces doubles diplômes, ce parcours bidiplômant, il y a plusieurs parcours possibles, 4 parcours, je crois. Voilà, tout à fait. On a aujourd'hui un accord sur 4 spécialités, donc qui vont du génie industriel, donc tout ce qui est lié à l'usine du futur, les process l'usine 4.0, comment on peut moderniser tout le process industriel, tout ce qui est lié à l'énergie. On a également là beaucoup d'actions d'innovation sur l'énergie électrique, l'hybridation des sources, l'hydrogène. Donc là aussi, c'est une action qui est faite en collaboration avec les laboratoires de Centrale Supélec. Et puis une spécialisation plutôt orientée mécanique. D'accord. Donc voilà. Donc en fonction des envies de nos étudiants, c'est également une action importante de pouvoir spécialiser en fait le cursus d'un étudiant à l'ESTACA. Il y a des matières qui sont indispensables. Et puis, il y a des options, des cours électifs, et donc en fonction des motivations, certaines veulent, par exemple, créer une entreprise et donc choisissent de l'entrepreneuriat. D'autres veulent absolument aller travailler à l'étranger et donc font des stages à l'étranger ou vont faire une année d'études dans nos partenaires internationaux. Et puis, certains vont à Centrale Supélec, là aussi. C'est un parcours qui est de plus en plus individualisé en fonction des attentes de nos étudiants. Merci Pascal Bidon d'avoir été avec nous. Je le rappelle, directeur délégué du campus de l'ESTACA à Saint-Quentin en Yvelines. Et pour plus d'infos sur ce parcours bidiplômant, rendez-vous sur le site internet de l'ESTACA qui s'affiche en bas de l'écran.
On accueille sur ce plateau Nicolas Dandry, bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous allez nous parler de ce dernier scrutin pour l'année 2017. Ce sont les sénatoriales. 170 parlementaires vont être élus ce dimanche 24 septembre, et notamment pour occuper les 6 sièges des Yvelines qui seront renouvelés. Qui sont, pour commencer, on va apprendre à les connaître, qui sont les sénateurs sortants des Yvelines? Alors vous allez les voir à l'image, 4 sénateurs républicains et 2 sénateurs apparentés à gauche. Parmi eux, on retrouve évidemment le président du Sénat, Gérard Larcher, un mandat qu'il assure depuis 2014 et qu'il avait déjà détenu entre 2008 et 2011. Alors c'est un scrutin parfois méconnu par les Français. Comment sont élus ces parlementaires? Alors écoutez Grégory, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer aux urnes ce dimanche, tout comme moi d'ailleurs et certains de nos téléspectateurs. C'est une élection au suffrage universel indirect, c'est-à-dire que seuls les grands électeurs sont appelés obligatoirement aux urnes. Ils sont près de 3000 dans les Yvelines. Parmi eux, on retrouve les députés, les sénateurs sortants, les conseillers régionaux et départementaux, ainsi que des délégués municipaux. Dans les Yvelines, 6 sièges sont à pourvoir et particularité de ce scrutin, il est proportionnel et plurinominal. Les grands électeurs vont voter en fait pour des listes et les distributions des sièges se fait proportionnellement. Par exemple, pour gagner un siège dans les Yvelines, il faut obtenir un minimum de 486 voix. Si vous en obtenez le double, vous gagnez 2 sièges et ainsi de suite. Et les sièges restants sont attribués à la plus forte moyenne. Et quelles sont les missions du sénateur, finalement? Alors, les sénateurs sont élus pour 6 ans, avec un renouvellement par moitié tous les 3 ans. Ils représentent les collectivités territoriales et, comme les députés, ils contrôlent l'action du gouvernement, fabriquent, discutent et votent les lois. Dernière chose, Nicolas, quels sont les candidats? Qui sont les candidats pour ces élections qui auront lieu ce dimanche? 12 listes ont été déposées pour ce scrutin. Et le principal enjeu, les Républicains vont-ils conserver leurs sièges et même accroître leur nombre? Alors, au vu de la composition du corps électoral, c'est-à-dire de la couleur politique des grands électeurs, la liste de Gérard Larcher part favori. Mais attention malgré tout aux autres listes apparentées à droite, comme celle de Jacques Millard, de Geneviève Salsa ou de Jean-Frédéric Berceau. Autre enjeu, la gauche va-t-elle conserver au moins un siège? Là aussi, la division règne, 4 listes au total. Écoutez Eddy Haït, président du Parti radical de gauche des Yvelines. C'est vrai qu'il y a un risque politique à ce que la gauche ne dispose pas de sénateurs, mais il faut croire que les conditions qui avaient été réunies au précédent scrutin d'un large rassemblement à gauche sur une base programmatique et idéologique n'ont pas été réunies cette fois-ci. Puis nous avions décidé de prendre nos responsabilités parce que nous avions des engagements. Nous avions des réserves vis-à-vis du gouvernement, nous avions des réserves vis-à-vis des positions exprimées par une partie de la gauche, puis nous avons notre propre identité. Alors en embuscade, on retrouve La République En Marche, une liste composée sans le MoDem. Contrairement aux élections législatives, le parti de François Bayrou s'est allié à l'UDI dans les Yvelines. De son côté, le Front National va tenter aussi d'obtenir au moins un siège, avec des positions très tranchées sur les collectivités territoriales. Écoutez Yasmine Belzelmat. L'objectif, c'est déjà de redonner du pouvoir aux collectivités locales que sont la mairie et le département. Parce que pour nous, c'est vraiment le socle, c'est ce qui fait la France, c'est ce qui fait le maillage territorial. Notre objectif, effectivement, c'est la suppression de la région. Merci Nicolas pour ces précisions. On le rappelle, les sénatoriales, c'est au programme dimanche prochain. Ils ont du mal souvent à durer dans les centres-villes et les centres-bourgs. Les commerces de proximité cherchent à se redynamiser. L'association des commerçants et artisans de la commune vient de lancer un chéquier avantage, opération qui se prolongera jusqu'au 15 novembre. Principe, des réductions et promotions dans une trentaine de boutiques morpasiennes. Les détails au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Inviter les habitants à venir nous rendre visite dans nos commerces. On a besoin de faire revivre justement le centre de Maurepas et les alentours, puisqu'il y a aussi des commerces aux alentours du centre-ville qui ont participé. Environ 8500 chéquiers ont été distribués et 1500 ont été répartis dans tous les commerces qui ont participé à l'opération à distribuer aux éventuels clients en dehors de la ville. Des chéquiers similaires à ceux de Maurepas ont déjà été expérimentés par les commerçants de Voisins-le-Bretonneux et de Plaisir. Et jusqu'à vendredi, c'est la semaine européenne de la mobilité. Elle incite à réfléchir sur de nouvelles manières de se déplacer, le but étant de faire changer les comportements.
Plusieurs collectivités participent au rendez-vous, notamment Saint-Quentin en Yvelines, où des forums se tiennent dans les entreprises, Technocentre Renault, Thales, Airbus par exemple. Et puis d'autres initiatives comme celle-ci. Depuis une semaine, 50 franciliens se sont lancés dans le défi 3 semaines sans voiture, organisé par la mairie de Paris. Objectif, se passer de son véhicule et n'utiliser que des transports de substitution. Et Mélanie Poquet et Camille Lambert ont suivi l'un des candidats qui a fait le trajet tous les matins depuis Guyancourt. Ce geste, c'est devenu une habitude pour Florent. Prendre le train, déplier son vélo électrique, une routine installée depuis une semaine. Comme une cinquantaine de participants, il s'est lancé dans le défi 3 semaines sans voiture. J'adopte la multimodalité, donc c'est-à-dire que je prends mon vélo de chez moi jusqu'à la gare Montparnasse. Ensuite, je prends le TER qui arrive à la gare de Versailles-Chantier ici. Et ensuite, je réutilise ce vélo donc, qui est électrique pour faire les 8 derniers kilomètres qui me séparent de mon lieu de travail. Donc en transport, je mettais à peu près 1h10, 1h15 et en voiture, 1h20 à peu près par trajet. Donc x2 sur une journée. Et aujourd'hui, avec ce défi ? Là, avec le vélo-train-vélo, je mets à peu près 55 minutes. Un gain de temps et une source de pollution en moins, le vélo électrique permet aussi de moins se fatiguer. Il est prêté par l'association WeMove, partenaire de l'opération. Les coachs restent en contact avec les candidats pour se soutenir et régler les différents problèmes rencontrés. Malgré un souci de crevaison et une panne, Florent reste convaincu. J'hésitais déjà avant le défi, je me posais la question, et là le fait d'en avoir un en prêt pendant 3 semaines a fini de me convaincre, et ça va être un de mes futurs investissements dès que le porte-monnaie le permet. Pour ce type de modèle, il faudra compter dans les 800 €. Certains peuvent aller jusqu'à 2000. La mairie de Paris, organisatrice du défi, offre une subvention pour les acheteurs. Lui est un habitué des opérations sur la mobilité. Le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse lance son défi mobilité. 10 semaines pour réduire sa consommation de carburant et tester des alternatives à l'automobile. Bonsoir Julie Tisseron. Vous êtes chargée de mission écomobilité au PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse. Alors le PNR, je l'ai dit, n'en est pas à son coup d'essai. Une autre opération, par exemple, c'est 7 jours sans voiture. Aujourd'hui, ce défi mobilité, pourquoi finalement lancer ce genre d'initiative ? Alors, c'est effectivement dans la continuité des 7 jours sans voiture qu'on a mené depuis 2015. L'idée, c'est de sensibiliser la population à l'impact de la voiture individuelle sur l'environnement et donc de faire la promotion des modes de transport alternatifs. Donc, ce défi poursuit l'initiative de départ du parc naturel. Et là, cette année, on est en partenariat avec l'Agence locale de l'énergie de Saint-Quentin en Yvelines pour lancer donc, un défi sur 10 semaines. Donc là, on n'est plus sur 7 jours, mais vraiment sur 10 semaines. Et l'objectif, c'est de changer les comportements liés au déplacement sur la durée. Donc voilà, 10 semaines, on a estimé que c'était suffisamment nécessaire et raisonnable pour y arriver. C'est jusqu'au 24 novembre, on le rappelle. Alors l'objectif du défi, c'est de réduire sa consommation de carburant et donc tester des alternatives à la voiture. Concrètement, comment ça va se passer pour les participants pendant ces 10 semaines de défi ? Alors, durant ces 10 semaines, il va y avoir un accompagnement du parc et de l'ALEC tout au long pour suivre un petit peu leur déplacement. Et également, ils vont avoir des offres qui vont leur être proposées pour tester, par exemple, des vélos à assistance électrique, avoir des tickets de transport en commun gratuits, tester des applications d'autostop connectées pour tester le covoiturage. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'ils se lancent un challenge à la fois personnel et en équipe, parce qu'on a voulu que ce soit en équipe aussi cette année. Candidater, on peut y participer en équipe, avec sa famille, ses amis, ses collègues. Voilà, etc. Là, c'est un peu la différence des autres années où les participants étaient en solo. Là, on souhaite qu'ils poursuivent l'aventure plutôt en équipe pour pas s'essouffler sur la durée, puisque 10 semaines, c'est assez long. Donc, on a estimé qu'en équipe, c'était plus intéressant et motivant. Donc ils sont prêts. À ce jour, on a 17 inscrits. On en attend encore une bonne dizaine, voire plus. Et on voit que l'engouement est toujours là. Donc on est ravis de relancer ça. Et qu'est-ce que ces équipes finalement ont à gagner ? C'est aussi d'apprendre des choses finalement pendant ces 10 semaines ? Voilà, c'est d'apprendre des choses, savoir ce qui se passe sur le territoire en termes d'alternatives, trouver sa propre alternative de mobilité. Souvent, on croit savoir ce qui se passe autour de chez soi et savoir, par exemple, toutes les lignes de bus qui existent, toutes les plateformes de covoiturage ou autres, et on peut découvrir de nouvelles choses. Donc c'est aussi ça l'objectif d'apprendre.
Et à la fin, ils seront récompensés de leurs efforts puisqu'on prévoit des lots, des récompenses venant de la part du parc et de l'ALEC de Saint-Quentin. Donc c'est un défi à la fois personnel et puis une récompense à la fin de l'opération. Alors comment on y participe concrètement? On s'inscrit, oui. On s'inscrit en ligne sur le site du parc naturel ou de l'ALEC, on remplit un petit formulaire. Et ensuite, on contacte chaque participant et chacun reçoit chez soi de la documentation et un petit kit de mobilité pour avoir toutes les informations. Site internet dont vous parlez d'ailleurs qui s'affiche pour nos téléspectateurs en bas de l'écran, juste pour le préciser. D'accord, donc du parc naturel, effectivement. Et et ensuite, l'aventure est lancée. Dernière question pour donner envie aux personnes de participer. Pourquoi participer au défi mobilité ? Alors déjà, je pense que c'est un engagement personnel de se lancer dans un défi quand même convivial, parce qu'on le veut avant tout vraiment convivial, que ça se fasse dans la bonne humeur. Et l'envie simplement de participer contre le changement climatique, en fait, tout simplement. Donc c'est aussi ça et avant tout l'objectif de ce défi. Merci Julie Tisseron d'avoir été avec nous, chargée de mission éco-mobilité au PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse. Le défi mobilité, c'est jusqu'au 24 novembre. Et pour plus d'informations, vous avez le site internet du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Et puisqu'on parlait du PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse, le programme y était riche ce week-end. Les journées européennes du patrimoine se tenaient donc ce week-end. Du côté d'Elancourt, samedi, une visite originale du quartier des Sept Mares était proposée. L'Happy Manif, pensée par David Roland, chorégraphe basé à Rennes, dans le cadre d'un partenariat entre le musée de la ville et le Prisme. Mélanie Poquet. Casque sur les oreilles, les voilà équipés. Ces visiteurs vont participer à une Happy Manif, une déambulation dans le quartier des Sept Mares, pensée par le chorégraphe David Roland. Nous lui avons demandé une Happy Manif spécialement écrite qui s'appelle La Croisée des Arts, entre culture et patrimoine. Donc c'est le travail qu'il a fait en partenariat avec le musée de la ville, qui lui a donné énormément de renseignements. Et il a écrit cette partition. C'est un quartier des années 70 qui a été inauguré en 76. Et il y a toute une architecture qu'on a peut-être oubliée dans ce quartier, autant des immeubles que des objets d'art qui sont situés autour. Pendant que vous vous éparpillez, on écoute Madame Deslandes, architecte avec son mari, du quartier des Sept Mares. Et donc, on est partis tous les deux à Venise et on a mesuré toutes les places qu'on trouvait belles et qui nous semblaient... Une quarantaine de minutes de voyage dans le quartier lors de cette journée du patrimoine. Des haltes historiques se sont mêlées aux instants culturels, comme cette sculpture de Klaus Schultz. La main divine, elle s'appelle. C'est un homme qui dort et qui rêve et il est absolument calme et il n'y a rien du tout autour de lui. Très surprenant. Donc la particularité, c'est vrai que chacun était isolé d'une certaine façon et on était tous ensemble en même temps. Dans le principe, on a découvert donc le quartier des Sept Mares, que je ne connaissais pas du tout. Ce qui était intéressant aussi, c'est de découvrir des éléments d'architecture, c'est-à-dire de danser dans l'espace, avec les autres et dans cet espace urbain. Une cinquantaine de participants ont dansé à travers les allées lancourtoises pour terminer sur une chorégraphie énergisante. Et je boxe gentiment, et je boxe gentiment, et je boxe gentiment. Toujours dans le cadre des Journées européennes du patrimoine à Saint-Quentin-en-Yvelines, l'enfant dans la ville, c'est le nom de cette exposition présente ce week-end à l'espace de Coville de Voisins-le-Bretonneux. Collection du musée de la ville autour de la place de l'enfant dans les années 1970, au moment de la création de la ville nouvelle. Explication recueillie par Nicolas Dandry. C'est l'époque du baby-boom aussi, donc beaucoup de jeunes familles qui ont besoin de logements plus grands, qui ont besoin de plus d'espace, qui viennent donc dans cette ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines dans laquelle la question de la prise en charge de l'enfance est cruciale. Et on a des aménagements ici particulièrement pensés pour les enfants, notamment en termes de jardins publics, de jeux et d'écoles, d'équipements scolaires, mais aussi de maisons de quartier et de structures de prise en charge de l'enfance.
Et pour ces journées du patrimoine, les stars, ce sont bien sûr les monuments et des édifices parfois en péril qu'il convient d'entretenir. À ce propos, le maire DVD de Versailles, François de Mazières, vient d'interpeller la Française des Jeux. L'élu demande la création d'un tirage spécial du loto pour financer la restauration des sites en danger. L'édile milite par exemple pour des jeux à gratter à l'effigie des monuments célèbres. Une proposition utile à ses yeux dans un contexte de baisse des financements publics. On referme ce journal par du sport. En rugby, le club de plaisir jouait ce week-end son premier match de championnat de Fédéral 2, 2 ans justement après avoir quitté cette division. Et les Plaisirois se sont lourdement inclinés, 47-17 contre Bobigny. Retour sur la rencontre avec Nicolas Dandry et Mickaël Elmidoro. Pour son retour en Fédéral 2, Plaisir qui évoluait en jaune et bleu avec une partie compliquée contre Bobigny ce dimanche 17 septembre. Les Plaisirois se sont inclinés sur leur pelouse 47-17 en encaissant un terrible 40-3 en première période. C'est une équipe qui a beaucoup plus d'expérience que nous, au haut niveau. Je rappelle qu'ils étaient en Fédéral 1 l'année dernière quand même. Et c'est vrai que dès qu'on se consommait un petit peu trop sur les phases de ruck ou si ça ratait un plaquage, tout de suite ça faisait la différence. Ça jouait dans le dos, chose qu'on n'était pas forcément capable de faire. Collectivement, on était pas mal en place. Malheureusement, individuellement, on a fait vraiment des grosses fautes de défense. Et puis face à une très belle équipe comme ça, avec les joueurs rapides qu'ils avaient, forcément on a pris beaucoup d'essais. Donc à la mi-temps, ça faisait cher quand même. De retour des vestiaires, le PRC a montré un autre visage devant son public. Les Plaisirois ont marqué 2 essais en 40 minutes contre 1 essai pour Bobigny. On gagne la deuxième mi-temps, alors après est-ce qu'eux ont baissé un petit peu le rythme ou est-ce qu'ils ont fait tourner, je sais pas. En tout cas on a essayé de montrer un peu plus fière allure. Et du coup ça a payé, il faut s'accrocher à ça quoi. Il faudra s'inspirer de cette seconde période dès dimanche prochain. Plaisir se déplacera sur le terrain de Drancy, une équipe qui a déjà engrangé une victoire dans ce championnat de Fédéral 2. C'est la fin de ce 7-8 journal. C'est à retrouver en replay sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée à tous.